Une minute de descente dans une petite cage de fer. À 130 mètres de profondeur, le ciel n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle et la lumière du jour est inexistante. Cette année-là, en 1928, les mineurs descendent à nouveau dans l'obscurité de la mine pour en extraire la pyrite, la galène et la blinde. Dans une ultime tentative d'exploiter ce filon abondant. Depuis le XVIIe siècle, l'histoire de la mine aura été une succession de périodes fastes, balayées les unes après les autres par la montée des eaux. On a pourtant extrait de Vedrin jusqu'à 250 tonnes de minerais par jour. Mais à chaque fois, l'eau est revenue, noyant les galeries et réduisant à néant les efforts des mineurs. Cette dernière tentative, autour des années 30, est à mettre sur le compte des déclarations d'un ingénieur qui assure qu'il existe encore 1 million de tonnes de minerais à exploiter. Du travail pour 20 ans. Voilà pourquoi les mineurs sont de retour sur le site. Allô, Jacques, oui. Tu sais me faire une injection d'air, oui? Infatigable compresseur François, qui transforme l'air en air comprimé depuis maintenant des décennies. Ils en ont vu passer des mineurs, l'outil sur l'épaule, qui réclamaient de l'air pour faire fonctionner leurs outils. Aujourd'hui, cela continue. Il suffit de garder la mécanique bien huilée et les courroies de cuir continueront de tourner encore et encore pour insuffler de l'air au plus profond de la mine. Quand ils ne progressent pas à coups d'explosifs, les mineurs utilisent notamment le perforateur équipé d'un fleuret en guise de mèche. Une fois le trou percé dans la roche, on y introduit l'aiguille anglaise. Après l'avoir trempé dans la graisse, on percute le coin métallique avec force. Et là, le miracle se produit. La roche se fend. Toujours utilisée de nos jours, l'aiguille anglaise peut aussi venir à bout d'1 mètre cube de béton non armé. Régulièrement, pour éviter les accidents, les mineurs peignent les parois pour faire tomber les sulfures qui rongent la roche. Le travail est fatigant, mais les mineurs de Vedrin ont leur potion magique. Ça venait avec la bouteille de paquet ou on... Parfois, le puits est à plus d'1 kilomètre et les mineurs doivent manger au fond. Pour lutter contre l'humidité ambiante qui transperce les vêtements, ils déposent leur lampe au sol, entre leurs jambes, et grappillent un peu de chaleur. Il suffit de tendre l'oreille pour s'en convaincre. Les venues d'eau sont innombrables. L'eau s'écoule dans les roches et ruisselle dans les galeries. Le matériel souffre énormément de l'humidité. Les conditions de travail des mineurs sont difficiles. Cette ultime tentative d'exploitation du minerai coûte cher en ces années 30. Très cher. De jour en jour, l'eau gagne du terrain et le niveau monte dans les galeries. Tout petit peu sur ta gauche, Patrick. Ok. Le géomètre continue courageusement son travail de cartographie des 3600 mètres de galerie. Mais une nouvelle fois, l'eau semble sur le point de l'emporter. L'exploitation de la mine entraîne désormais des coûts exorbitants. En 1946, c'est terminé. La dernière tonne de minerai est remontée au jour. En ce début de XXIe siècle, les mineurs ne luttent plus contre l'eau. Bien au contraire, ils l'ont apprivoisée et canalisée vers le réseau de production d'eau potable. Comme tous les jours, leur matinée débute par la préparation des lampes.
Étalées sur la table, elles sont soigneusement approvisionnées en carbure et en eau. Chacun possède sa propre lampe et certains y ont même apposé leur initiale. La relation du mineur avec sa lampe est particulière et compréhensible quand on sait qu'elle peut lui sauver la vie. Dans la mine, il arrive que l'oxygène vienne à manquer. La flamme s'étire alors anormalement. Bien que peu courante, cette situation est très dangereuse. Le mineur expérimenté comprendra en observant sa lampe qu'il est urgent de faire demi-tour et de faire enclencher le ventilateur. Le travail des mineurs est varié et principalement axé sur l'entretien des galeries et des puits pour permettre le bon écoulement de l'eau vers l'usine qui la traitera en eau potable. Dans cette partie de la mine, les pieds droits des dallos sont rongés par les sulfates et méritent d'être remplacés. Un entretien classique, mais qui nécessite un long travail. Après avoir dégagé la voie et soulevé les lourdes dalles qui les recouvrent, les pieds droits sont démolis et les dallos nettoyés à la pelle. Les déblais sont ensuite chargés dans un wagonnet puis remontés à la surface. Début d'après-midi, les mineurs entament le coffrage. L'opération consiste à construire un caisson de bois en vue d'y couler le béton. Une structure métallique est assemblée avec des tiges de fer. Les planches sont coupées à mesure et emboîtées avec précision dans les pièces métalliques. Chacun des dallos qui composent les kilomètres de galerie a ainsi été conçu individuellement. Merci. Voilà, ça c'est bon. Les gars, le week-end s'est bien passé? Ouais. Ben, vous aviez terminé votre coffrage vendredi? Oui? Jacques, ton treuil est en ordre? On peut y aller? Oui, oui. Ben, Laurent est allé chercher la locaux, donc je compte sur vous pour taper dessus aujourd'hui. Il faut absolument que nos dallos soient terminés cette semaine. Ah, on y va. Le code de la mine, toujours en vigueur, permet un dialogue entre l'ouvrier dans la cage et le local du treuil. Une procédure simple, mais essentielle pour la sécurité. Le câble qui se dévide entraîne la cage vers les profondeurs de la terre. Lourde responsabilité que celle du treuilliste qui a entre les mains la vie de ses collègues. Les yeux rivés sur les indicateurs mécaniques, il surveille attentivement la progression de la cage. Une descente ponctuée de petits repères visuels ou sonores qui n'appartient qu'à lui seul. À l'image de ces traits de craie qui témoignent la position exacte de la cage. Tout le corps participe à amener en douceur les collègues au fond de la mine. Une fois les hommes descendus, c'est au tour des wagonnets de béton d'emprunter la cage. Ils sont ensuite acheminés sur le chantier par la locomotive. La suite du travail est nettement plus physique. Plus d'1 tonne à basculer sur le plateau. À la pelle, les mineurs comblent ensuite les interstices du coffrage. Pour éviter les vides dans le béton, ils utilisent une aiguille vibrante raccordée sur une prise rapide d'air comprimé. La journée passe vite, rythmée par le balai des wagonnets de béton frais. Ce matin, après quelques jours de séchage, le béton est pris et les mineurs peuvent attaquer le décoffrage. Les planches sont retirées une à une et mises de côté pour être réutilisées. Les lourdes dalles sont également remplacées par des neuves.
Les mineurs les font marcher avec habileté pour ne pas avoir à les porter. Après quelques jours d'efforts, les dallos sont comme neufs. L'eau y circule à nouveau en toute liberté. Les dallos ne sont pas les seuls à souffrir de l'humidité. Les rails sont également soumis à rude épreuve. Lorsque la rouille a fait trop de dégâts, il faut les remplacer. Les billettes de chaîne sont disposées méthodiquement, 7 par portion de rail. Dans les parties courbes du réseau, il est nécessaire de procéder au cintrage des rails. En déplaçant le vérin hydraulique, il est possible de contrôler la courbure avec précision. Comme tant d'autres gestes dans la mine, le cintrage des rails est un héritage du passé. En réalité, peu de choses ont changé. Les outils sont identiques. Les lampes au carbure sont passées de main en main. Des kilomètres de voies ferrées bien entretenues que le petit train emprunte quotidiennement pour acheminer les tonnes de matériel et extraire les déblais dans le dédale de galerie. Serpents de lumière qui glissent sur les rails entre les parois brillantes. Aujourd'hui, l'eau est toujours aussi présente dans la mine de Vedrin qu'en 1928. Elle s'égoutte, ruisselle et gronde encore un peu parfois, mais l'ennemi d'antan est aujourd'hui parfaitement dompté et potabilisé. Cette cohabitation unique entre l'or bleu et l'or des fous est le fruit du travail acharné d'une poignée de mineurs. À la tâche, jour après jour, à 130 mètres de profondeur, les mineurs font jaillir l'eau à la surface de la terre. Une eau pour la vie.